Troisième partie, facteurs influençant positivement, renforçant le système immunitaire. Petite remarque liée au contexte sanitaire, que l'on ait des comorbidités ou pas, et que l'on n'opte ou pas pour le vaccin anti-Covid-19, les conseils qui suivent sont bons à suivre, je dirais même essentiels. Car se faire vacciner alors que notre système immunitaire n'est pas performant, c'est comme monter un mur sans fondation. Alors en premier lieu, bien manger, équilibré et sainement, c'est-à-dire beaucoup de fruits et légumes, pas ou peu de nourriture transformée. C'est la base de la santé, on ne le redira jamais assez. Et pourtant, le pouvoir d'une bonne alimentation est encore tellement sous-estimé. En Occident, depuis plusieurs décennies, nous avons une alimentation complètement déstructurée, illogique et contraire à nos besoins vitaux. Nous laissons par exemple une place énorme aux produits à base de farine, le pain, pain de mie, brioche, pâtes, en consommant régulièrement des burgers, des pizzas, des sandwichs, des pâtes à toutes les sauces, des biscuits et gâteaux. À cela se rajoutent des quantités astronomiques de sucre que l'on retrouve dans ces biscuits, sauces, ketchup, crème dessert, bonbons, soda, et de sel, plats préparés, soupe en briques, pizza, gâteaux apéro, chips. Tous ces mets déjà préparés contiennent aussi beaucoup de gras, mais surtout de mauvais gras. Des fritures, à base d'huile de tournesol en général, trop riche en oméga 6, pro-inflammatoires, des graisses hydrogénées, ou simplement des huiles qui ont été traitées industriellement et qui sont totalement exemptes de bénéfices pour la santé et encrassent le corps. Globalement, tout ce que nous consommons quotidiennement et qui est en grande partie transformé ne contient pas ou très peu de ce que l'on appelle les micronutriments. Alors, revenons à une alimentation riche et vivante, redonnons leur juste place aux fruits et aux légumes dans nos repas. Le régime méditerranéen est un exemple de style alimentaire réputé avec une prépondérance végétale, associée aux poissons, à l'huile d'olive, aux herbes et aux épices et qui est synonyme de bonne santé, cardiovasculaire entre autres, et anti-inflammatoire. Mais un autre problème a émergé, car nous pouvons avoir une alimentation équilibrée, manger beaucoup de fruits et légumes, ce ne sera malheureusement pas suffisant. Les fruits et légumes d'aujourd'hui ont considérablement perdu de leur valeur nutritive au fil des décennies, due à la sélection des espèces, à l'agriculture intensive et à l'appauvrissement des sols. De plus, ceux achetés en supermarché et conservés longtemps au frais, ou pire les conserves ou légumes congelés, seront énergétiquement et nutritionnellement insuffisants pour nous garder en santé. Je détaille ceci dans une autre de mes vidéos formations dédiées à l'alimentation. Bien sûr, une étude nutritionnelle de base vous montrera que ces fruits et légumes contiennent ce qu'il est attendu en termes de quantité de glucides, lipides, protéines. Mais elle ne vous dira pas la nature de ces composés nutritionnels, leur qualité, ni la quantité en micronutriments. Et c'est pourtant ici que repose toute notre santé. La qualité des graisses présentes dans un aliment est primordiale. La quantité des diverses vitamines, essentielle, et la présence de certains oligoéléments, vitale. Mais nous n'avons pas tous la possibilité d'avoir notre propre potager. Nous pouvons alors nous tourner vers un petit producteur, local, bio ou traditionnel. Et pour être sûr de s'apporter ce qu'il faut, nous pouvons faire appel aux compléments alimentaires. Pallier au manque en micronutriments est la base d'une bonne protection contre les infections. J'ai d'ailleurs été particulièrement étonnée que depuis le début de la crise de la Covid, peu de conseils ont été prodigués aux populations pour se garantir d'une bonne protection contre le virus. Des conseils pour renforcer naturellement son système immunitaire. Pourtant, il est aujourd'hui admis que le statut nutritionnel est crucial dans le développement, la maintenance et l'expression de la réponse immune. Alors deuxièmement, quel complément alimentaire ? Depuis que je suis gamine, j'ai toujours entendu ma mère me dire que la vitamine C était très bonne pour lutter contre les infections. Voilà pourquoi il était important de manger des oranges l'hiver, des clémentines et des kiwis ou boire du jus de citron. C'est du bon sens, mais qui a une base scientifique réelle. La vitamine C s'accumule activement dans les cellules de l'épiderme et les leucocytes, les globules blancs. Elle se concentre ainsi dans la peau, aux portes d'entrée des microbes, et maintient l'intégrité de la barrière épithéliale. Elle peut augmenter aussi les capacités de phagocytose, donc capture des microbes, de certains globules blancs, neutrophiles.
et elle limite les dégâts tissulaires dus à cette lyse des microbes et à l'inflammation. Elle limite la synthèse des cytokines pro-inflammatoires, TNF-alpha, IL-6, et elle a un rôle antioxydant primordial. Elle augmente aussi la différenciation et la prolifération de lymphocytes B et T, responsables de la troisième ligne de défense, réponse adaptative, et stimule ainsi la production des anticorps. Elle a donc un rôle important à tous les niveaux de la réponse immunitaire, et un déficit en cette vitamine est associé à une susceptibilité aux infections pulmonaires, comme la pneumonie. Bien qu'il n'y ait pas encore eu d'études sur la supplémentation en vitamine C et la Covid-19, il est fort envisageable que cela puisse participer à la prévention contre la maladie et à l'amélioration des patients déjà malades. Selon mon avis et mon expérience personnelle, un minimum de 1 à 2 grammes de vitamine C par jour est nécessaire, plus si vous êtes fumeur ou exposé à la fumée de tabac. Le risque de surdosage de vitamine C est quasi nul, l'excédent étant rapidement excrété dans l'urine. Il est aussi toujours préférable de prendre de la vitamine C naturelle, d'acérola ou d'argousier, qui est mieux assimilée, mais la synthétique peut convenir. Dans la famille des vitamines, je demande la D. La vitamine D est une vitamine liposoluble, donc qui se solubilise et se stocke dans les graisses. C'est pourquoi vous en trouvez beaucoup dans les poissons gras, ainsi que le jaune d'œuf et les fromages. Mais la majeure partie de la vitamine D utilisée par notre corps est synthétisée par notre propre peau sous l'action des UV du soleil. Cela explique que l'été en général, on en a suffisamment, alors que l'hiver, surtout sous nos latitudes, la déficience est quasi systématique. Mais alors quel impact cela a-t-il sur notre santé ? Eh bien il faut savoir qu'en plus de son rôle essentiel dans le métabolisme du calcium et la santé de nos os, la vitamine D joue également un rôle primordial dans notre immunité. Elle permet dans les cellules phagocytaires, donc les neutrophiles, macrophages et cellules épithéliales gastro-intestinales, l'activation de peptides antimicrobiens, les catélycidines, c'est-à-dire des molécules capables de détruire les microbes. Elle promeut aussi la deuxième ligne de défense en stimulant la migration des cellules dendritiques vers les ganglions drainants, ce qui permet d'activer les lymphocytes spécifiques. Enfin, elle a un rôle essentiel dans le contrôle de la réponse immunitaire, elle inhibe la production des molécules de l'inflammation et régule l'activité des macrophages activés. Ceci a pour conséquence d'éviter ce qu'on appelle les tempêtes cytokiniques, souvent observées après certaines infections virales comme la Covid, et permet de maintenir une fonction pulmonaire normale. Le déficit en vitamine D, en particulier dans les pays occidentaux, est un fait bien décrit, dont on parle malheureusement peu. On donne des gouttes de vitamine D aux jeunes enfants, mais on oublie les adultes. Pour les personnes en surpoids, la complémentation devrait être systématique. Les AJR, apports journaliers recommandés, sont à mon sens bien insuffisants. L'ANSES, comme l'EFSA, conseille 15 microgrammes par jour, c'est-à-dire 600 unités. Personnellement, je conseillerais 1500, voire au minimum 2000 unités par jour pendant la période hivernale, octobre à mars. Il y a peu de risques de surdosage, à moins que vous dépassiez les 10 000 unités par jour, et la vitamine D est relativement peu stockée dans notre corps. Mais il faut veiller à avoir une alimentation équilibrée en parallèle, permettant un apport suffisant en vitamine K, qui est en fait le complément métabolique pour la minéralisation des tissus, et que l'on peut trouver dans les choux, les légumes à feuilles, les foies d'animaux et les fromages. Dans une époque plus ancienne, on donnait aux enfants de l'huile de foie de morue pendant l'hiver. Ceci permettait d'éviter le rachitisme, mais protégeait aussi les enfants des infections hivernales. Aujourd'hui, on a perdu cette habitude, alors qu'en plus notre alimentation s'est appauvrie, d'où les carences énormes. Une petite cuillère à soupe d'huile de foie de morue apporte l'équivalent de 1000 unités de vitamine D. Si vous envisagez mal d'ingurgiter de l'huile de poisson tous les matins, ce que je peux comprendre, pour l'équivalent, il faudrait manger chaque jour 100 g de hareng, ou 2 bonnes portions de saumon cuit, ou 3 boîtes de thon, ou 2 litres de lait. L'autre solution, c'est de prendre des compléments. Vous en avez des naturels, dérivés de la lanoline, qui est la vitamine D3 animale, ou de la végétale, D2. Vous avez aussi de la synthétique qui sera moins bien assimilée, mais peut faire l'affaire et est très bon marché. Attention au dosage qui diffère grandement selon les produits. Préférez aussi l'apport journalier plutôt qu'une grosse dose en ampoule tous les 3 mois.
ce sera plus efficace tant en préventif qu'en curatif, comme l'ont montré plusieurs études de supplémentation. Cependant, la vitamine D est plus efficace en préventif. Elle ne suffit pas à elle seule à résoudre une infection. Les études qui ont été faites montrent des résultats très variables, notamment du fait de la grande hétérogénéité des niveaux de base de vitamine D dans les populations. Ces études ne prennent souvent pas en compte les régimes alimentaires des populations supplémentées, ni leur mode de vie. Les études avec des doses quotidiennes de vitamine D, à 1200 unités par jour, ont montré des résultats intéressants sur la prévention des infections chez les enfants, alors que l'on sait que l'incidence des pneumonies est plus forte chez les enfants rachitiques dans les pays en développement. Elle a également été décrite dans le contexte de l'asthme, où des supplémentations s'avèrent efficaces à diminuer les symptômes. La vitamine D est un complément intéressant à prendre en préventif, mais également pour diminuer la gravité des maladies. La capacité de la vitamine D à limiter les tempêtes cytokiniques pulmonaires m'amène à penser que c'est un outil à ne pas négliger dans cette lutte contre les infections pulmonaires, notamment la Covid. Enfin, il est à noter un fait assez étonnant quant à l'incidence de la Covid et surtout sa gravité, qui se distribue selon un gradient nord-sud aux États-Unis, mais également dans le reste du monde, avec une incidence et une gravité bien moindres dans les pays plus fortement ensoleillés. Bien sûr, il est exclu de faire une quelconque corrélation, mais cela en reste néanmoins surprenant et intriguant. Pour finir, profitez du soleil dès que cela est possible, et pas seulement pour la vitamine D. Pour continuer sur l'apport bénéfique des poissons gras, j'en arrive aux oméga 3. Vous en avez sûrement entendu parler, ce sont des graisses particulières, polyinsaturées. Celles-ci jouent un rôle primordial, car elles entrent dans la composition de la membrane de nos cellules. Ce sont elles qui assurent la fluidité de la membrane. Les oméga 3 sont constamment en équilibre avec les oméga 6, et c'est de cet équilibre que dépend la santé inflammatoire de notre état intérieur. Or, notre alimentation déséquilibrée a donné une place de premier ordre aux oméga 6 que l'on trouve partout, dont dans l'huile de tournesol, et un apport insuffisant en oméga 3. Rajoutez à cela le stress de nos modes de vie modernes, la pollution, l'alcool, le tabac. Nous sommes alors constamment en terrain pro-inflammatoire. Cela signifie que nos organes, nos cellules, sont dans cet état pro-inflammatoire chronique, CF partie 2, qui est un état dit de danger, et cela entraîne des lésions et des fragilités. Un intestin fragile, irritable, poreux, des vaisseaux sanguins enflammés, plus enclins à l'athérosclérose, CF mon article sur le sujet, et aux problèmes cardiovasculaires, des poumons plus fragiles aux infections, une peau sujette aux problèmes tels que eczéma, psoriasis, et bien sûr une moins bonne barrière de protection aux agressions. Tout le métabolisme en est aussi déréglé, avec une propension à développer des maladies telles que le diabète, les rhumatismes, les maladies neurodégénératives, les cancers, et une moins bonne réactivité du système immunitaire, telle que nous l'avons vu précédemment. Les oméga 3 sont de puissants régulateurs naturels de l'inflammation et un allié de choix dans la lutte contre les infections. Les recherches de ces dernières années ont mis en évidence le rôle des oméga 3 dans la génération de médiateurs de résolution de l'inflammation, les résolvines, la protectine, la marésine. Ces médiateurs sont au cœur du contrôle de la réponse inflammatoire et permettent sa résolution et donc d'éviter sa persistance et les dégâts tissulaires et métaboliques qui peuvent en découler. Ces médiateurs ont également un rôle antimicrobien et participent ainsi à la défense innée. Ils interagissent avec les différentes populations cellulaires de la réponse innée, les macrophages et neutrophiles, les cellules NK. Il est clair qu'un déficit en oméga 3 contribue à la persistance d'une inflammation chronique. Les oméga 3 jouent également un rôle dans la protection contre le syndrome métabolique, l'obésité et le diabète. Ils induisent la sécrétion d'adiponectine par le tissu adipeux, ce qui contribue à réguler les métabolismes glucidiques et lipidiques. Ils semblent être au carrefour des voies physiologiques de régulation pour la santé et un allié de choix de protection et de défense. Il est donc conseillé d'en consommer régulièrement. L'EFSA recommande d'ailleurs un apport journalier de 250 mg de DHA et EPA, qui sont deux sous-types d'oméga 3, dans une stratégie de protection cardiovasculaire. Ces deux sous-types sont majoritairement présents dans les poissons gras et les algues. Leurs précurseurs sont en grande quantité dans certaines huiles végétales comme celle de lin, de noix, mais leur conversion se fait relativement mal chez l'homme.
il vaut donc mieux s'assurer d'un apport suffisant en EPA et en DHA, dont l'importance cérébrale a été démontrée. Ce type de prévention alimentaire serait à prendre en compte pour diverses maladies psychiatriques comme la dépression, l'épilepsie ou neurodégénératives comme Alzheimer. Dans le cas d'infection, les supplémentations en oméga 3 ont permis de réduire la durée des maladies et des hospitalisations. Elles ont régulé les concentrations en cytokines inflammatoires, limité les atteintes pulmonaires et favorisé une meilleure oxygénation du sang, luttant ainsi contre les syndromes de détresse respiratoire aiguë. Personnellement, je recommande de prendre 1 à 2 grammes par jour d'oméga 3, riche en EPA et DHA, surtout en période hivernale. De très bons suppléments sont sur le marché, mais préférez ceux de qualité EPAX. Les oméga 3 entrent aussi en synergie avec notre microbiote intestinal pour augmenter l'efficacité et le contrôle des réactions immunitaires. Il est donc important de veiller également à la santé de notre flore intestinale. Nous en arrivons au zinc. Le zinc est un oligo-élément que l'on retrouve abondamment dans le poisson, la viande rouge, les abats, ainsi que les fruits de mer comme les huîtres, et dans une moindre mesure dans les œufs et les produits laitiers. Il n'est pas toujours évident de s'apporter suffisamment de zinc via l'alimentation, surtout dans le cas d'un régime végétarien. Il faut aussi être attentif à ne pas l'associer à trop de céréales ou de légumineuses qui contiennent des phytates et peuvent séquestrer le zinc, de même que les conservateurs, dans les conserves et charcuteries, qui sont des piégeurs de minéraux. Attention au stress également, il atténue l'action du zinc, mais concourt aussi à son élimination. Les minéraux cationiques, calcium, magnésium, zinc, sont utilisés par l'organisme pour lutter contre le stress et éliminés dans les urines. D'où les carences chez les personnes stressées, ainsi que celles qui ont une consommation forte d'alcool. Le zinc est un cofacteur de nombreuses métalloprotéines, des enzymes qui ne peuvent fonctionner qu'en la présence de certains métaux. Sa carence peut donc amener à des désordres physiologiques très vastes. Le zinc agit sur l'immunité à tous les niveaux, puisqu'il participe au maintien d'une bonne barrière cutanée, pulmonaire et intestinale. Il agit également efficacement sur la réplication virale en la bloquant dans les cellules infectées. On peut noter le mode d'action de la chloroquine qui favorise la pénétration du zinc du sang vers les cellules. Il stimule la maturation des lymphocytes T. Enfin, il limite la surproduction des cytokines inflammatoires, évitant les dommages tissulaires. Un déficit en zinc se traduit par divers problèmes cutanés, de chute de cheveux, de sensibilité aux infections. En cas de carence majeure, les premiers signes observés sont la perte d'odorat et de goût. Il faut savoir que la gustine est une protéine des papilles gustatives sécrétée par les glandes salivaires qui participe au maintien de la fonction des récepteurs gustatifs. Cette protéine est zinc dépendante. La Covid-19 est aussi fortement associée à la perte de goût et aux symptômes d'anosmie, c'est-à-dire la perte d'odorat. Ceci ne s'explique pas simplement par un encombrement des fosses nasales comme dans le cas d'un rhume, puisque cela se produit dans des voies nasales dégagées et est un des premiers signes d'infection par le virus. Une inflammation locale de l'épithélium neuro-olfactif pourrait expliquer le mauvais fonctionnement des récepteurs olfactifs, mais cela ne reste qu'une explication, non démontrée formellement. Les récepteurs olfactifs sont une grande famille de récepteurs transmembranaires situés sur les terminaisons nerveuses des neurones olfactifs sur le plafond de la cavité nasale, dont le fonctionnement est encore mal connu. Cependant, plusieurs études tentent à montrer que ce sont des métalloprotéines, possédant un site de liaison à des métaux comme le cuivre ou le zinc. Une récente étude a montré que les cellules cibles du SARS-CoV-2 étaient certaines cellules du neuroépithélium olfactif, les cellules sustentaculaires, qui assurent un rôle de soutien, protecteur et nourricier pour les neurones olfactifs. Ces cellules sustentaculaires expriment fortement le récepteur ACE2 responsable de l'infection par le virus de la Covid-19, ce qui peut amener à leur détérioration et à une altération de leur fonction. Le zinc étant mobilisé dans les cellules cibles du virus pour y freiner la réplication, il n'est plus en quantité suffisante pour assurer le rôle des récepteurs olfactifs. C'est une des explications qui pourrait en partie expliquer la perte de goût et d'odorat observée en cas de Covid-19. La supplémentation en zinc pourrait potentiellement atténuer ce phénomène d'anosmie. C'est en tout cas une piste à explorer. Des supplémentations en zinc se sont déjà révélées efficaces pour prévenir certaines infections ou diminuer la sévérité de maladies respiratoires ou intestinales.
Le zinc a aidé à une résolution plus rapide des symptômes chez des enfants atteints d'infections respiratoires aiguës et de manière générale, il diminue la durée des maladies virales, dans le cas du RSV, la dengue, coronavirus. Une supplémentation de 10 mg minimum par jour semble être une piste préventive et curative intéressante. Puisque nous ne le mettons pas en réserve, il est conseillé d'en prendre quotidiennement, surtout en période de risque viral, et d'augmenter la dose au premier signe de rhume. Personnellement, j'ai suivi cette recommandation l'hiver dernier. Dès que je sentais une faiblesse de mon organisme, je l'ai associée à de la vitamine C, D et oméga 3, et ceci m'a permis d'éviter mes bronchites hivernales habituelles. La vitamine A maintenant, ou rétinol. Elle est importante pour une bonne vision, mais également pour un système immunitaire performant. Intégrité de l'épithélium, régulation des cellules immunitaires innées et adaptatives. On la trouve dans les viandes, le lait, fromage, légumes verts et fruits jaunes. Sa supplémentation sera surtout conseillée dans les pays en voie de développement, où les apports nutritionnels sont très insuffisants. Évidemment, toutes les vitamines sont importantes et se complémentent les unes les autres, ainsi que tous les minéraux et oligo-éléments. Vu l'impact indiscutable qu'ils ont sur l'immunité, cela a donné lieu à une nouvelle ère de recherche, l'immunologie nutritionnelle. J'espère vraiment qu'à l'avenir, les recommandations nutritionnelles feront partie des stratégies officielles de lutte contre les infections. En complément, nombre de produits sont efficaces pour lutter contre les infections et renforcer nos défenses. Je citerai la gelée royale, mais à ne pas prendre conjointement avec certains traitements médicamenteux. La propolis associée au miel est excellente, les extraits d'échinacée, l'huile essentielle de ravinsara dont on peut mettre quelques gouttes sur chaque poignée, ou les tisanes de thym ou d'artémisia. En préventif ou curatif, ce sont de bons alliés naturels. En numéro 3, voyons l'hygiène de vie. Dans les critères de prévention pour s'assurer d'un système immunitaire performant, la méditation et la relaxation ont une place de premier rang. La méditation a un effet réel sur l'expression génique, notamment en ce qui concerne l'inflammation. Les techniques favorisant la pleine conscience, la focalisation sur le moment présent, permettent de diminuer la susceptibilité aux infections virales respiratoires. Les techniques de relaxation sont scientifiquement prouvées comme ayant un effet bénéfique sur le système immunitaire. Ce sont des moyens faciles et accessibles de lutter contre le stress et ainsi d'éviter de déclencher des états favorisant l'infection ou l'emballement des réponses inflammatoires. La quasi-totalité des maladies graves est reliée au stress chronique. La gestion du stress et des émotions négatives qui le génèrent devrait être une préoccupation prioritaire de santé publique. Aussi, il est préférable de se couper des sources de stress. Télévision, journaux, internet. Les médias en général ne sont pas connus pour promouvoir la paix intérieure et la positive attitude. Renforcer sa santé, c'est donc aussi se protéger des influences néfastes de notre environnement. Avoir un mental négatif ne permet pas de recruter efficacement le système immunitaire, alors que la pensée positive et les émotions agréables sont le garant d'un système immunitaire en bon état de fonctionnement, d'un taux élevé d'IgA et d'un taux bas de cortisol. La musique, qui adoucit les mœurs et apaise l'esprit, a directement un impact positif sur le système immunitaire en régulant certaines cytokines inflammatoires, comme l'IL-6, et l'axe HPA. L'art en général, utilisé aujourd'hui en thérapie, est un formidable moyen d'évacuer le stress, d'exprimer sa créativité et ses émotions et de prendre soin de soi. Le rire est aussi une arme redoutable pour renforcer sa santé. Rire déstresse, détend, fait sécréter des endorphines. Il était utilisé chez les Grecs et les tribus amérindiennes comme une thérapie adjuvante et dans les siècles passés par certains chirurgiens pour diminuer la douleur. En plus de son effet antalgique via la synthèse d'endorphines, il a un réel effet sur la santé. L'exemple le plus cité de la littérature est sans doute celui de Norman Cousins dans les années 70, atteint de spondylarthrite ankylosante, au pronostic vital très pessimiste. Il conçut son propre traitement en y incorporant le visionnage quotidien de vidéos humoristiques. Et ceci lui permit de vivre 25 ans. L'effet de l'humour et du rire sur le système immunitaire a été étudié par plusieurs équipes qui ont montré un impact positif sur l'activité des cellules NK,
sur les concentrations en anticorps, IgA, M et G, et en interféron gamma. Ellsberg a été l'un des pionniers, qualifiant le rire de eustress, c'est-à-dire stress positif. Il a ainsi montré que le rire diminue le cortisol et les catécholamines en régulant l'activation de l'axe HPA, agissant par ce biais sur les réponses immunes. Le rire a aussi la vertu d'améliorer les fonctions pulmonaires en augmentant la ventilation et la force d'exhalation. L'impact néfaste des émotions négatives sur la santé est un fait bien documenté, mais l'impact physiologique bénéfique des émotions positives l'est tout autant et doit être beaucoup mieux pris en considération dans n'importe quelle stratégie thérapeutique. Raoul Sour le souligne d'ailleurs dans son article dans Global Policy, sorti l'année dernière, en mettant l'accent sur le sentiment d'amour. L'amour est le sentiment opposé à celui de la peur. La peur ayant un impact terriblement négatif sur notre système de défense interne, l'amour pourrait-il avoir l'effet inverse? C'est le cas. On dit l'amour donne des ailes, et nombre d'études scientifiques l'ont confirmé. La biochimie de l'amour est en partie connue, passant entre autres par la sécrétion de vasopressine et d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Les effets de cette hormone sur notre physiologie sont vastes, allant de l'accouchement et la lactation à nos comportements sociaux. Elle régule aussi bien le métabolisme calorique que la fonction cardiovasculaire et coordonne l'activation de l'axe HPA, permettant une meilleure adaptation au stress. L'ocytocine a également des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Le fait de tenir la main de son partenaire bien-aimé ou d'une personne de confiance facilite les réponses au stress, améliore la santé et la pression sanguine et diminue la douleur physique. Les animaux qui vivent entourés socialement guérissent plus vite de leurs blessures. Le soutien émotionnel et l'amour permettent de mieux contrer les stress et de soutenir la santé et la longévité. C'est par des relations harmonieuses et aimantes, par notre compagnon, nos enfants, nos amis, qu'on obtient la plus grande capacité de se régénérer.